Je n'avais même pas encore parlé à mon mari des 26 millions d'euros dont je venais d'hériter lorsque la conseillère bancaire leva les yeux de son écran, fronça les sourcils et dit « Madame Dunant, je dois vous arrêter tout de suite. Selon nos dossiers, vous êtes divorcée depuis 8 mois. » Je suis resté totalement immobile pendant 3 secondes. Puis, j'ai agi. C'était à Lyon, à la fin du mois d'octobre. Le genre d'après-midi où le ciel hésite entre l'or et le gris, où tout semble suspendu entre ce qui était et ce qui est sur le point de devenir. Je m'appelle Catherine Dunant. J'avais 38 ans cette année-là, fondatrice et architecte principale du cabinet Dunant Architecture, une agence d'architecture commerciale de taille moyenne que j'avais bâtie à partir d'un simple bureau loué dans un espace de coworking sur l'avenue Jean Jaurès pour en faire une entreprise de 42 employés, avec 3 contrats municipaux majeurs et une réputation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour laquelle j'avais trimé en silence pendant plus d'une décennie. Je ne venais pas d'un milieu riche. Mon père réparait des systèmes de climatisation et de chauffage. Ma mère travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire. Ce que j'avais, je l'avais gagné avec mes mains, mon esprit et un refus presque pathologique d'abandonner. La seule personne de ma famille qui s'était bâti une véritable fortune était mon oncle Gabriel. Gabriel Dunant était le frère aîné de mon père, un autodidacte qui avait passé 40 ans à investir dans l'immobilier commercial à travers tout le sud-est de la France. Discrètement, sans fanfare, de la manière dont les gens sérieux construisent les choses. Il ne conduisait pas de voiture tape à accent grave-l'œil. Il portait le même style de veste en laine depuis 30 ans. La seule chose extravagante qu'il possédait était un compas de précision antique en laiton. Le genre d'outil que les architectes utilisaient avant que les logiciels de chaos ne les rendent obsolètes, et qui trônait sur le bureau de son cabinet de travail depuis avant ma naissance. Quand j'avais 12 ans, il m'avait fait asseoir et m'avait montré comment l'utiliser. Il m'avait dit, « Catherine, cet outil ne dessine pas l'image pour toi. Il te garde simplement honnête sur la distance entre l'endroit où tu es et celui où tu essaies d'aller. » Je n'avais pas tout à fait compris à l'époque. Lorsque j'ai ouvert le cabinet Dunant Architecture des années plus tard, l'oncle Gabriel m'a envoyé ce compas par la poste, sans un mot, simplement enveloppé dans une feuille de papier millimétrée. Je l'ai posé sur mon bureau, où il est resté pendant 11 ans. Gabriel est mort d'un AVC en septembre, à 71 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il ne s'était jamais marié. Lorsque le notaire m'a appelé 3 semaines plus tard pour m'annoncer ce qu'il m'avait laissé, un portefeuille d'actifs immobiliers commerciaux, un compte titres et des parts dans une société de logistique d'une valeur totale d'un peu plus de 26 millions d'euros, je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking de mon immeuble de bureau, pendant un long moment sans bouger. J'aimais mon oncle. Le chiffre était presque accessoire, presque. J'ai pris rendez-vous à la banque où se trouvait le compte titres pour entamer la procédure de transfert des actifs à mon nom. Mon mari, Julien, savait que Gabriel était décédé. Il savait que la succession était en cours de règlement. Il ne connaissait pas encore le montant. Je m'étais dit que je lui annoncerais ce soir-là, lors d'un dîner dans un bel endroit, que ce serait peut-être un tournant pour nous. Je me disais cela. J'y croyais de la manière dont on croit à quelque chose que l'on sait déjà être faux, mais qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Julien Dunant, mon mari depuis 9 ans, 41 ans, charmant comme ont tendance à l'être les hommes qui n'ont jamais eu à faire trop d'efforts, et assez intelligent pour savoir dans quel salon se trouver. Quand nous nous sommes rencontrés, il était directeur des opérations dans une entreprise de manufacture à Grenoble. Au bout de 3 ans de mariage, cette entreprise avait été restructurée et il avait été licencié. Je venais de décrocher le premier grand contrat du cabinet Dunant Architecture, une nouvelle médiathèque pour la métropole de Lyon. J'avais besoin de quelqu'un pour gérer le côté opérationnel pendant que je me concentrais sur la conception et la clientèle. Julien a pris le relais. Cela semblait naturel. Partenaire dans la vie, partenaire dans le travail. Il s'occupait des entrepreneurs, des relations fournisseurs, des assurances, du cautionnement bancaire indispensable pour répondre aux appels d'offres publics. Il était doué pour cela. Il savait comment convaincre un sous-traitant de respecter un délai sans avoir à menacer de poursuite. J'étais reconnaissante. Ce que je n'ai pas vu, ou ce que j'ai choisi de ne pas voir, c'est qu'avec le temps, Julien a commencé à traiter l'agence moins comme quelque chose que nous avions construit ensemble et plus comme quelque chose qu'il gérait. Mon nom était sur la porte, mais ses mains étaient sur les commandes. Nous avions essayé d'avoir des enfants. 2 ans d'essai naturel, puis 2 autres années de traitement de fertilité, des stimulations hormonales, puis des inséminations,
et enfin une tentative de FIV qui a échoué à la 8e semaine. La mère de Julien, Laurence, était une enseignante retraitée de Saint-Étienne, une femme qui exprimait son amour par des plats mijotés et ses critiques avec une mesure à peu près égale. Elle ne manquait jamais une occasion de mentionner que la petite fille de sa sœur venait d'avoir des jumeaux à 41 ans, comme s'il s'agissait d'un défi personnel que j'avais échoué à relever. À Noël, elle avait annoncé devant 11 parents qu'elle allumait des cierges à l'église pour nous tous les dimanches depuis 2 ans. Tout le monde avait fixé son assiette. Julien s'était raclé la gorge. J'avais souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. J'avais embauché Léa puis 2 ans avant que tout ne s'effondre, via un programme de réinsertion professionnelle de la ville, une initiative reliant les employeurs aux adultes ayant eu des interruptions de carrière dues à des obligations familiales ou des difficultés économiques. Léa avait 26 ans, mère célibataire d'une petite fille de 3 ans, vive et impatiente d'apprendre d'une manière qui me rappelait moi-même à cet âge, mais sans filet de sécurité. Elle avait commencé une formation de dessinatrice projeteuse à l'école des métiers du bâtiment, mais avait dû abandonner quand sa mère était tombée malade et que l'argent pour la garde d'enfants avait manqué. J'ai financé le reste de sa certification. Je lui ai permis d'avoir des horaires flexibles. Je lui ai appris à lire un plan de masse, à faire une présentation à un client sans s'excuser de prendre de la place. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, je l'ai promue coordinatrice de projet. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça », m'avait-elle dit un jour, assise face à mon bureau. « Ne dis pas que tu me dois quelque chose », avais-je répondu. « Fais juste bien ton travail. Si tu peux transmettre cela à ton tour un jour. » Elle m'avait regardé et avait dit, « Je le ferai. » Je le jure. Je pensais qu'elle était sincère. Je crois qu'elle l'était. Parfois, certaines personnes sortent des difficultés en voulant sincèrement grandir. Puis quelque chose bascule. La gratitude se refroidit. La comparaison commence. Elle cesse de mesurer le chemin parcouru et commence à mesurer ce que vous possédez. Je n'ai pas vu cela arriver. J'étais trop occupé à diriger une entreprise. Le rendez-vous à la banque était à 14 heures. La gestionnaire de succession, une femme nommée Béatrice, la cinquantaine, ses lunettes de lecture relevées dans ses cheveux, afficha les informations du compte, commença le processus de vérification et s'arrêta. Elle regarda son écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Elle avait l'expression des gens qui s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils préféreraient taire. « Madame Dunant, dit-elle prudemment. Avant de procéder au transfert d'actifs, je vois une information que je dois vous signaler. Votre état civil est indiqué comme divorcé. Le divorce a été finalisé il y a environ 8 mois. » Elle rabaissa ses lunettes sur son nez. « Avez-vous besoin d'un moment ? » Je ne bougeais pas. 3 secondes, peut-être 4. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hélène Marais. Hélène était l'avocate qui avait traité chaque contrat important signé par le cabinet Dunant. Elle avait 52 ans, portait des tailleurs couleur béton et avait une voix capable de glacer une déposition à 50 mètres. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Hélène, dis-je. » Ma voix sortit plus calme que prévu. « J'ai besoin que tu me voies tout de suite. » Elle perçut quelque chose dans mon ton. Elle ne posa pas de questions. « Dans 15 minutes, à mon cabinet, » dit-elle. Je m'excusai auprès de Béatrice. Je lui dis que je devais vérifier certaines informations avant de continuer. Elle me tendit une impression du dossier, avec la ligne de l'état civil surlignée en jaune, en espérant qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Je la remerciai. Je sortis de la banque. Je m'assis dans ma voiture sur le parking pendant exactement 4 minutes, sans pleurer, sans bouger, écoutant simplement le trafic sur la rue de la République comme si c'était la seule chose réelle au monde. Hélène avait le dossier de divorce sur son écran en moins de 30 minutes grâce à un contact au greffe du tribunal de grande instance de Lyon. La requête avait été déposée 10 mois auparavant, sans contestation. L'adresse de signification pour toute correspondance judiciaire était celle du cabinet Dunant Architecture, sur l'avenue Jean Jaurès. La renonciation à comparaître, la convention de divorce signée par les 2 parties dans laquelle je renonçais à toute prétention sur les comptes personnels de Julien et acceptais un rachat de ses parts dans l'agence pour un montant dérisoire. Et là, il y avait ma signature. Hélène posa son stylo très délicatement sur son bloc-notes. Je savais exactement quand j'avais signé cela. 14 mois plus tôt, j'avais subi une intervention d'urgence pour une ablation de la vésicule biliaire. Cela s'était passé vite.
Un mardi soir, une douleur atroce, les urgences, une consultation chirurgicale. Le lendemain matin, Julien était là, prévenant durant les 2 premiers jours, comme le sont les gens quand ils réalisent soudain avec quelle facilité les choses peuvent disparaître. Le 3e jour, alors que j'étais encore hébété par les antidouleurs et que je bataillais avec un plateau repas de l'hôpital, il est arrivé avec un dossier. Il a dit que la banque de cautionnement avait besoin de formulaires de mise à jour d'autorisation pour le renouvellement du contrat municipal et que la date limite était ce vendredi. Il m'a tendu le stylo. Il m'a montré les lignes de signature avec des post-it indiquant « ici » et « là ». Il a dit « c'est purement administratif. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» J'ai signé. J'ai signé parce que ma cicatrice me faisait mal et que j'étais épuisé. Et je pensais que c'était l'homme que j'avais choisi. Je pensais que notre histoire commune signifiait des intentions communes. Je pensais que les années passées à discuter des factures des entrepreneurs et à célébrer nos victoires à la même table signifiaient que nous étions toujours dans le même camp. Certaines leçons ne s'apprennent pas à bas prix. Certaines se paient avec des années de vie. Hélène m'a dit de ne pas rentrer chez moi pour affronter Julien. Elle m'a dit de passer en revue les registres de courrier de l'agence de l'année écoulée et d'identifier toute enveloppe provenant du tribunal. Elle m'a dit de tout sauvegarder. Je me suis rendu au bureau au lieu de rentrer à la maison. Il était presque 18 heures. La plupart des employés étaient partis. J'ai sorti le classeur physique du registre de courrier à l'accueil et c'était là. 3 entrées sur une période de 8 mois, chacune marquée d'une écriture que je reconnus immédiatement, notification légale, Gilles Dunant, à sa demande. C'était l'écriture de Léa. Je me suis assise. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas fait un bruit. J'ai juste regardé ces 3 lignes jusqu'à ce que les lettres cessent de danser devant mes yeux. Ce soir-là, je suis rentré à 20h30. Julien était sur le canapé en train de regarder un match de football avec un bol de bretzel. Il a levé les yeux. « Longue journée ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu. « Longue journée. » Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fait couler la douche et j'ai appelé Robert Petit depuis mon portable. Robert avait été dans mon cursus à l'école d'architecture, mais il avait abandonné après la première année lorsqu'il avait réalisé que ce qu'il aimait vraiment, c'était trouver ce que les gens essayaient de cacher. Il dirigeait maintenant un petit cabinet de détective privé à Lyon. « Robert, j'ai besoin que tu fasses une enquête financière complète sur mon mari, » ai-je dit. Et sur une femme nommée Léa Puis. Robert resta silencieux 2 secondes. Jusqu'où je creuse? Jusqu'au fond. Le lendemain matin, j'étais au bureau à 7 heures. J'ai examiné 3 ans d'historique de paiement fournisseur avec notre comptable, Monique, qui était dans l'agence depuis la 2e année et possédait la mémoire d'un expert comptable judiciaire et la loyauté de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Je lui ai dit que je faisais une révision pré-audit pour le renouvellement des garanties bancaires. Elle a sorti les rapports sans sourciller. Nous avons trouvé, puis service immobilier, en moins de 40 minutes. Une SARL immatriculée dans l'Isère, répertoriée comme fournisseur de maintenance et d'équipements de bureau. En 28 mois, le cabinet Dunant Architecture avait versé à Puis Service Immobilier un total de 390 000 euros. Des frais de maintenance, des locations d'équipements, des factures de fourniture, chacune assez vague pour passer un scan rapide mais assez spécifique pour paraître réelle. La gérante officielle était une femme nommée Danielle Puis, la mère de Léa. Monique ôta ses lunettes et les posa sur le bureau. Elle fixa l'écran sans parler pendant un long moment. Puis elle dit, « Dis-moi ce dont tu as besoin. » « Copie tout ce que tu viens de sortir, dis-je. Rien sur le serveur de l'entreprise. 3 jours plus tard, Robert m'appela. Léa avait un 2e téléphone, un prépayé enregistré à l'adresse de sa mère. Ses relevés de communication, obtenus par des voies détournées, montraient des contacts réguliers avec une adresse email privée associée au groupe Méridien, notre principal concurrent, l'agence qui nous avait battus sur 2 contrats au cours des 18 derniers mois. 2 contrats que nous étions certains de remporter. Robert avait également tracé les dépôts bancaires de Léa. En plus de son salaire chez nous, elle avait reçu 4 virements d'une entité écran basée au Luxembourg sur 14 mois. Total, 58 000 euros. Léa n'était pas seulement de mèche avec Julien. Elle livrait à Méridien nos documents d'appel d'offres, nos listes de contacts clients, nos calendriers de projet.
Elle était entrée dans mon bureau sous la bannière d'une seconde chance et s'en était servie comme d'une fenêtre ouverte sur mes secrets. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose devenir très silencieux en moi. De la façon dont une pièce devient silencieuse après qu'une porte s'est refermée. La garantie bancaire pour notre plus gros projet actif, une extension du palais de justice de 13 millions d'euros, passée par un agent de cautionnement que Julien gérait personnellement depuis 6 ans. Il avait mentionné 2 fois le mois dernier que son contact là-bas ne travaillerait pas bien avec une nouvelle direction. L'implication était claire, si je m'en prenais à Julien, la garantie serait retirée. Nous serions en défaut de paiement sur le contrat. 42 employés, 8 ans de réputation. J'ai appelé Charles Valois. Charles était un avocat renommé du quartier de la Pardieu, spécialisé dans le droit de la construction et la fraude financière. J'avais entendu son nom 2 fois dans les cercles professionnels, mais je n'avais jamais eu besoin de lui. Ce que je ne savais pas, jusqu'à ce qu'Hélène me le dise, c'est que Charles Valois avait grandi dans un petit village de la Drôme, fils d'un peintre en bâtiment, et qu'en 1988. Un investisseur immobilier nommé Gabriel Dunant s'était porté caution pour un prêt qui avait permis à Charles de faire ses études de droit quand toutes les autres portes lui étaient fermées. Mon oncle ne m'en avait jamais parlé. Pas une seule fois. Quand je suis entré dans le bureau de Charles et que j'ai expliqué pourquoi j'étais là, il m'a regardé longuement avant de parler. Puis il a dit, « Votre oncle m'a écrit une lettre chaque Noël pendant 20 ans. Il n'a jamais rien demandé. Il disait simplement qu'il espérait que je faisais un travail honnête. » Il a pris un stylo. « Dites-moi tout. » Charles a agi vite et discrètement. En une semaine, il nous a mis en contact avec une agence de cautionnement concurrente, mieux notée que celle que Julien contrôlait, et a lancé le transfert de garantie. Il a déposé le dossier de fraude auprès du procureur de la République et a coordonné le signalement des crimes financiers. Hélène s'est occupée du volet droit de la famille. Le disque dur crypté de Monique a fini dans le coffre-fort de Charles. Julien ne savait rien de tout cela. Il rentrait la plupart des soirs, dînait, regardait la télévision, allait se coucher. Une fois, il m'a massé l'épaule alors que je me tenais devant le plan de travail de la cuisine et a dit, « Tu as été stressé. Tu devrais prendre un week-end de repos après la pose de la première pierre du tribunal. » Tu as raison, ai-je dit. Je devrais. Il y a des choses qu'on garde pour soi, non pas parce qu'on a pardonné, mais parce qu'on a besoin qu'elles restent exactement là où elles sont encore un peu de temps. La cérémonie de pose de la première pierre pour l'extension du palais de justice avait lieu un jeudi matin de novembre. 60 personnes, des élus métropolitains, des directeurs de projet, des sous-traitants, une caméra de la chaîne régionale. Je portais une veste grise et j'avais le compas en laiton dans ma poche, celui que Gabriel m'avait donné, celui qui était resté sur mon bureau pendant 11 ans. Je ne savais pas exactement pourquoi je l'avais apporté ce matin-là. J'avais juste besoin de tenir quelque chose de réel. J'en étais à la 3e phrase de mon discours au pupitre quand Julien s'est avancé et m'a interrompu. Il n'a pas élevé la voix. Il s'est adressé directement au responsable de la métropole, affirmant qu'il y avait un litige non résolu sur les droits d'autorisation au sein de la structure de propriété du cabinet Dunant Architecture, litige qui devait être réglé avant que le projet ne puisse avancer. Il a brandi un dossier. Il a dit qu'il avait des documents. Il avait l'air calme. Il avait l'air préparé. Il avait l'air d'un homme qui avait répété ce moment précis maintes et maintes fois. Le responsable m'a regardé. J'ai pris une inspiration. Monsieur Dunant fait référence à un litige juridique qui a été résolu il y a 3 jours, ai-je dit. S'il souhaite confirmer l'état actuel des garanties bancaires auprès de la caution du projet, il s'agit désormais de la Société Générale de Cautionnement, notre nouveau partenaire depuis mardi. La lettre de crédit figure dans le dossier que la métropole a reçu hier. L'expression de Julien ne s'est pas effondrée. Elle s'est figée, comme un programme informatique essayant d'ouvrir un fichier qui n'existe plus. J'ai continué, dans un souci de totale transparence avec les autorités. Je tiens également à préciser qu'un signalement a été fait auprès du procureur de la République concernant des irrégularités financières dans l'historique des paiements fournisseurs de notre agence. Et qu'une affaire distincte concernant l'usage non autorisé d'un pouvoir de signature a été transmise au barreau de Lyon. Ces questions sont désormais entre les mains des autorités compétentes. Charles se tenait à l'arrière de la foule. Il m'a fait un léger signe de tête. 2 conseillers métropolitains ont demandé si le calendrier du projet était toujours intact. Il l'est, ai-je répondu. Nous commençons les travaux aujourd'hui.
Et nous l'avons fait. Dans les mois qui ont suivi, Julien a été inculpé de fraude électronique, d'abus de pouvoir et de détournement de fonds sociaux. Il a plaidé coupable pour des charges réduites et a reçu une peine avec sursis assortie d'amendes importantes. Léa et sa mère ont été poursuivis au civil pour les factures frauduleuses. Léa a également fait face à des poursuites pénales pour le vol de documents confidentiels. Le groupe Méridien, une fois que le système de paiement est devenu clair pour les enquêteurs, a discrètement conclu un accord à l'amiable et s'est retiré de 2 contrats lyonnais qu'ils avaient remportés en utilisant des informations qu'ils n'auraient jamais dû posséder. J'ai utilisé une partie de l'héritage de l'oncle Gabriel pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants en architecture et en gestion de chantier à l'école des métiers, spécifiquement pour ceux ayant eu des parcours de vie difficiles ou des interruptions de carrière. La première bénéficiaire a été sélectionnée au printemps suivant. Elle avait 31 ans, reprenait ses études après un divorce difficile, élevant 2 enfants avec un revenu partiel. Je l'ai rencontrée avant l'annonce de la bourse. Je lui ai serré la main. Elle semblait dépassée. « Vous ne me devez rien, lui ai-je dit. Faites simplement votre travail honnêtement. Si vous pouvez transmettre cela un jour. » Elle a hoché la tête. Je l'ai cru. Par une matinée froide de février, je me suis assise dans mon bureau d'angle. Même immeuble, étage différent, fenêtre plus grande, et j'ai regardé la silhouette de Lyon. Le compas était posé sur mon bureau, là où il avait toujours été. Je l'ai pris et je l'ai fait tourner une fois dans ma paume. Il ne dessine rien pour vous. Il vous garde simplement honnête sur la distance entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez aller. J'avais passé 9 ans à penser que je construisais quelque chose avec un partenaire. Il s'est avéré que je l'avais construit seul tout ce temps. Je ne l'avais simplement pas vu parce que je regardais toujours le plan au lieu de regarder la personne debout à côté de moi. Je ne nourris pas de haine pour ce qui s'est passé. La haine coûte cher, et j'ai appris à lire les petits caractères avant de signer quoi que ce soit. Ce que je porte en moi à la place, c'est le poids bien plus sain de savoir exactement de quoi je suis capable quand quelqu'un essaie de prendre tout ce que j'ai bâti. Et de savoir que mon oncle, qui n'a jamais demandé de reconnaissance pour une seule chose qu'il a donnée, m'a laissé quelque chose qui méritait d'être protégé. Certains héritages se mesurent en euros. Celui qui comptait le plus est arrivé enveloppé dans une feuille de papier millimétrée sans un mot. Il venait d'un homme qui avait compris que la distance la plus importante dans la vie de n'importe qui est celle qui sépare qui vous êtes de qui vous êtes prêt à être quand cela vous coûte tout.